5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pourtant, elle tourne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. En conclusion de la dernière émission, tu nous as proposé de passer aux satellites de télécommunication, qu'on appelle les SATCOM en abrégé. On va donc se lancer dans la grande aventure des télécoms par satellite. Raconte-nous, ça a commencé quand et comment? Je crois qu'avant de parler de la saga des satellites de télécom, qui ont été une rente absolument magnifique pour les sociétés qui les ont montés, et les États d'ailleurs, je crois qu'il faudrait revenir un tout petit peu à l'origine du mot télécommunication. Et pour toi qui es une passionnée de l'étymologie, tu m'as pas posé la question. J'en suis un peu surpris, mais c'est pas grave. Non, parce que ça me semblait relativement évident. Tu vois, télé et communication, je voyais pas trop de quoi faire un pataquès. Eh bien, sais-tu que c'est un mot qui n'est pas utilisé depuis si longtemps que ça, et que ce mot télécommunication, il est utilisé dans le langage, je dirais courant, des spécialistes, il est utilisé uniquement que depuis 1902. Or, 1902, c'était hier. C'est ce qu'on peut dire, quoi. 120 ans, c'est pas une distance très longue, ça fait jamais qu'un siècle. Mais sais-tu, quand a eu lieu la première liaison transatlantique, c'était assez marrant d'ailleurs, elle a été faite le 27 juillet 1866. 60 ans avant les fameuses liaisons télégraphiques, tu sais, où on faisait avec l'alphabet mort, ti-ti-ti-ti-ta, ta, ti-ti-ti-ti-ta. Ah oui, comme dans les vieux films de guerre. Exactement. Et les westerns. Ne jamais oublier les westerns, où il y a toujours Lucky Luke en particulier qui récupère les infos, ou les Dalton qui coupent les fils télégraphiques. Qu'est-ce qui se passe, piston? T'as l'air un peu pressé. Une bande de sioux arrive. Faut que j'aille prévenir les hommes au camp. J'étais sur le point de faire ce branchement. Peut-être que ça irait plus vite si on les prévenait par télégraphe. C'est-à-dire à moins que tu sois très pressé de partir d'ici. Allez, avance! Prends le manipulateur et je ferai le branchement pour toi. Ça, cette liaison, elle a été faite donc à partir uniquement, c'était pas un dialogue, c'était uniquement des mots qui étaient frappés. La première liaison phonique a eu lieu, elle, en 1927. Et comme par hasard, c'était un industriel qui était le PDG d'ATT. ATT, c'est une grosse société américaine, c'est ça? Qui existe toujours, d'ailleurs, qui a été créé à ce moment-là. Et ce PDG d'ATT a parlé avec le secrétaire d'État à la Poste britannique. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des liaisons entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et comment ont-ils parlé? Ils ont parlé avec le support d'un câble sous-marin qui avait été tiré entre Terre-Neuve et l'Irlande. Alors, pour vous donner une idée de ce que ce câble sous-marin était, ce n'était jamais que 3500 km de câble avec un poids aux alentours de 7000 tonnes. Mais je crois que ce qui est surtout très, très amusant, c'est le coût de cette communication. Cette communication a coûté pour avoir une communication qui durait la minute, il fallait payer à l'époque, en 1927, $75, 1927, les 3 minutes. Ce qui, en 2023, représenterait $1300 les 3 minutes. C'est-à-dire en euros, ça ferait quoi? Ça fait 1200, puisque c'est 0,90, ça doit faire 1230, 1240 euros. Ça fait cher le bisou à la grand-mère en Amérique, quand même. Voilà. Aujourd'hui, pour donner un rapport entre ces 1200 et des poussières d'euros, aujourd'hui, le coût moyen d'une communication, c'est de 11 centimes la minute. Avec le portable, bien évidemment. 11 centimes la minute. Et encore, il y a des forfaits où c'est gratuit. Ça, c'est valable aux États-Unis, mais si on reste en Europe, le coût moyen en Europe, je dis bien en Europe, pas France, Allemagne, enfin tous les pays européens, le coût moyen, c'est 14 centimes la minute. Donc, quelque chose qui est tout à fait acceptable. D'ailleurs, c'est bien pour ça que souvent les réseaux sont saturés. J'ai répondu à ta question. Pas tellement, parce que ma question portait sur les satellites de télécommunication. Donc, si tu nous en parlais maintenant. Bon, je regrette un petit peu d'avoir développé quelque chose qui peut-être ne
n'a pas de rapport direct avec les satellites de télécommunications, mais je pensais que c'était nécessaire de remonter un petit peu le temps pour que l'on puisse voir le saut effectué par les télécommunications en l'espace de 100 ans à peu près. Tu vas dire, je ne suis pas un historien, mais quand même, j'aime l'histoire et j'aime regarder un petit peu ce qui s'est passé pour voir où nous en sommes. Et il faut savoir que quand on parle satellite de télécommunications, la véritable histoire des satellites de télécommunications a commencé un certain 22 août 1960. Alors, 22 août 1960, quelle date ? Ben oui, 22 août 1960, a été lancé un gros ballon qui s'appelait ECHO. Il faisait 30 mètres de diamètre, pour donner une idée. Il a été lancé par une fusée. De mémoire, ça devait être une Thor-Agena, d'ailleurs. Et il a été lancé sur une orbite, je ne sais pas si une orbite dite elliptique, qui avait un périgée qui était aux alentours de 900 km, quelque chose dans ce goût-là, 980, et un apogée de 1840. Donc, il tournait autour de la Terre en 115 minutes. Excuse-moi, c'est quoi un périgée ? C'est la partie la plus basse de l'orbite du satellite en référence à la surface terrestre. Donc, en l'occurrence, c'était un ballon, tu dis bien un ballon. Un ballon, oui, il était... Qui était fait en quoi ? Il était fait vraisemblablement... Enfin, l'intérieur du ballon était du support plastique. Par contre, l'extérieur c'était métallique. Alors, pourquoi métallique ? Parce qu'il fallait refléter les ondes qui étaient émises depuis le sol. Ça se comportait comme un miroir. C'est-à-dire que depuis le sol, on émettait des ondes, là où on parlait. Ces ondes étaient réfléchies par le ballon, et bien évidemment, comme sur un miroir, selon l'orientation du ballon, elles redescendaient vers le sol. C'était vraiment un miroir électromagnétique ou de fréquence, mais c'était un miroir. Mais 30 mètres de diamètre, c'est énorme quand même. C'est énorme. Il faut imaginer que 30 mètres de diamètre, on aurait mis 3 ballons côte à côte sur un terrain de football. Et grâce à ça, on a pu organiser des communications entre continents. Entre quoi ? Allô ? Allô ? Je ne vous entends pas. Allô ? Oui, ne quittez pas. Entre continents, oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que ECHO passait à peu près 20 minutes à un point donné. Ici à Pornic, par exemple, à Jade FM, si on utilisait ECHO, entre le moment où il se lève à l'horizon et le moment où il va se coucher à l'horizon, il fallait compter à peu près 20 minutes. Il était en visibilité pendant 20 minutes. Mais il était aussi en visibilité d'une autre station un peu avant celle de Pornic. Quand il était en visibilité de cette autre station émettait une onde. Comme on le voyait, nous, à Pornic, l'onde redescendait vers Pornic et on récupérait ce que la station qu'il voyait en visibilité. Donc on n'avait de possibilité de communication que pendant un certain laps de temps. Ah oui, pendant que les deux stations le voyaient en même temps. Voilà. C'est assez marrant parce que les transmissions, elles étaient faites par un nom que les gens connaissent bien, ça s'appelait des ondes courtes. Mais le problème, c'est qu'il y avait une énorme perte de niveau de signal entre l'émission et la réception au sol. Parce que le ballon, c'était que miroir. Il n'y avait pas un ampli qui réamplifiait les ondes. Non, c'était uniquement un miroir. Et donc, cette expérience, il y a dû y avoir quelque chose comme 3 ou 4 échos de lancer. Un des premiers a échoué. Le lanceur a fait des bêtises. Et il y a eu les 3 autres ont marché. Et c'est à partir de là qu'a été développée l'idée de dire, mais si on met un satellite non pas passif, parce qu'on pouvait dire que ECHO était passif, il faisait le miroir, s'il ne voyait pas les ondes, il ne voyait pas les ondes. Les positions des satellites étaient quand même bien définies, nuage ou pas nuage, il se voyait, on pouvait émettre et recevoir des ondes. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un énorme affaiblissement entre le moment, entre la réception, entre l'émission et la réception. Et il est donc venu, comme ça avait été satellisé relativement facilement, parce qu'il n'était pas très lourd, ECHO, je me souviens plus, je crois qu'il devait faire 36 ou 37 kilos, quelque chose comme ça. C'était léger. Ils se sont dit, mais si on mettait un satellite qui, lui, est, je dirais pas un joujou, mais qui serait actif. Alors, quand on parle de satellite actif, ça veut dire que c'est un satellite qui reçoit des informations et qui est capable d'en redonner. Reçoit des informations, ça peut être des informations pour lui, pour son état de santé, pour le télécommander, pour le positionner, mais aussi des informations... C'est-à-dire qu'il ne renvoie pas simplement ce qu'il reçoit,
Voilà. Mais qui est actif lui-même. Absolument. Et c'est là qu'est venue l'idée de Telstar. Alors ça a mis assez longtemps à arriver à la réalisation de ce satellite. Il y a eu de très très longues discussions qui ont été menées par les États-Unis, d'ailleurs entre parenthèses, et qui ont abouti en 1962. C'était un 10 juillet. Mais je pense, l'histoire de Telstar et la suite des satellites de télécommunication, je me demande si on ne pourrait pas prendre un peu de temps pour en parler une autre fois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ok, mais si tu veux, on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Eh bien, d'accord pour la prochaine émission, pour parler des Telstar et des satellites de communication, les gros satellites comme tu les as nommés. Banco. Allô Coco, tu me reçois? Allô Coco, tu me reçois?